Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La crise que traverse la République centrafricaine est loin d'être terminée. L'État est encore incapable de contrôler son territoire et demeure à la merci des attaques terroristes. La communauté internationale peine à jouer efficacement son rôle de stabilisation et de l'autre côté, la Russie multiplie les initiatives bilatérales importantes à la destination de la République centrafricaine. Des actes qui ont prononcé le divorce entre la France et la République centrafricaine, mais Bangui prône aujourd'hui une normalisation des relations entre les deux pays. Pourquoi Bangui veut-il retisser des liens de confiance avec Paris? La France a-t-elle encore un rôle important à jouer en Centrafrique? Des éléments de réponse en première partie d'émission. 2025 sera une année très importante pour la Côte d'Ivoire. Les joutes électorales y sont attendues, en l'occurrence la présidentielle, qui verra l'élection d'un nouveau président à la tête du pays. Les ténors de l'opposition, comme l'ancien président Laurent Gbagbo ou encore Henri Konan Bédié, comptent bel et bien s'inviter au bal. Et quels sont en tout cas les enjeux de cette présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire? À quand le rajeunissement des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau du débrief. Il s'agit de Abdou Karim Diakhaté, journaliste, directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis. Et en face de vous, docteur Ibrahima Amadou Niang, docteur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci Régis. Nous allons parler à présent de la Centrafrique. Karim, au moment où certains pays comme le Mali a décidé de rompre avec la France, la Centrafrique prône plutôt une normalisation des relations avec l'Élysée. Comment expliquer et surtout quel intérêt d'une telle décision des autorités de Bangui? Écoutez Régis, vous savez qu'il y a des relations anciennes quand même entre la République centrafricaine et la France. La France qui est l'ancienne puissance coloniale de la Centrafrique et la France qui a longtemps joué un rôle d'appui, surtout dans la coopération économique et également militaire, jusqu'à ces dernières années. Il faut se rappeler qu'il y a eu beaucoup d'opérations menées par la France pour un peu aider la Centrafrique à protéger son territoire. Et c'est avec peut-être le départ de Bozizé en 2013 qu'il y a eu quand même ces problèmes qui sont apparus entre les deux pays. Et si l'on évolue un peu la situation qui a conduit à cette crise, si l'on peut dire, entre la République centrafricaine et la France, c'est parce qu'il y a effectivement cette intervention russe à travers donc Wagner qui est venue un peu donner un autre, en tout cas une amorce, disons, de solution, on pourrait dire, jusqu'à l'accréditation récente de l'ambassadeur Fabien Mbata à l'Élysée. Maintenant, attendons de voir dans les prochaines semaines ce qu'il en sera, mais il est évident qu'aussi bien la France que la Centrafrique a besoin un peu de ce retour à la normale. Est-ce que cela signifie, Karim, que la France, du moins la Centrafrique, doit nécessairement rompre avec la Russie pour espérer des relations plutôt saines avec la France? Non, en fait, dès l'instant où la Centrafrique avait, disons, dit que l'intervention russe, disons, de Wagner était seulement un appoint à ce qui avait été mis en termes de sécurité, je ne pense pas que cela puisse en tout cas aller vers un peu cette redéfinition des rapports. Il faut comprendre que la France, dans un premier temps, avait préféré donc, en tout cas, sortir du dispositif de sécurisation du pays en laissant juste quelques centaines de soldats jusqu'au départ de la cinquantaine, disons 47 soldats exactement en novembre 2021. Et cela avait permis effectivement à la République centrafricaine de faire appel à Wagner. Maintenant que Wagner a plus ou moins, en tout cas, joué son rôle, on y reviendra certainement, quelques dérives qui ont été notées de part et d'autre, il est évident qu'il appartient au gouvernement centrafricain de redéfinir maintenant les nouveaux types de rapports, aussi bien avec la France qu'avec la Russie. Docteur Niang, la Centrafrique veut rendre cette coopération plus dynamique et de la diversifier en l'étalant au-delà du secteur économique, au secteur culturel ou encore sportif. La France veut-elle redorer son image dans un pays où un discours anti-français gagne du terrain?
Je pense qu'effectivement, au-delà de la Centrafrique même, la France essaie de redorer son image à travers le continent. Mais je pense que l'exemple de la Centrafrique est quand même très intéressant parce que n'oublions pas que le président Macron voyait en réalité la Centrafrique comme un laboratoire pour comment dire, renforcer le dialogue et surtout tisser une nouvelle forme de coopération, surtout avec l'avancée de la Russie. Mais je pense qu'en réalité, il y a plusieurs symboles. Le premier symbole, c'est le fait que la Centrafrique ait rompu ce qu'ils appelaient le décanat. Donc le fait que, de facto, le haut représentant du chef de l'État français auprès du président centrafricain avait le statut de doyen du corps diplomatique. Exactement. Et pour certains observateurs, c'est d'ailleurs là, le décanat, l'un des points facteurs de cette crise aujourd'hui entre les deux pays. Absolument, parce que c'est toute une symbolique en réalité qui a été rompue. Et pour qui connaît la Centrafrique, cette symbolique est extrêmement importante. Donc, il y a eu quand même une rupture sur le plan diplomatique, il faut le dire. Il y a une rupture sur le plan de la coopération militaire. Depuis 2021, depuis la fin de l'opération Sangaris, tout à l'heure, mon grand frère l'a rappelé sur ce plateau, je pense qu'il y a eu un certain nombre de faits remarquables. Mais je pense qu'en réalité, la Centrafrique aujourd'hui, surtout à cause de la situation politique que traverse le pays, cette crise, les nombreuses sorties maladroites du président Touadéra, la campagne anti-française qui a été menée, la Centrafrique a vraiment besoin quelque part d'essayer de redorer son image. Et je pense que la France va beaucoup profiter de cette situation-là, parce qu'elle a beaucoup de choses aussi à se faire pardonner en Centrafrique, pour essayer de redorer son blason. Donc je dirais que des deux côtés, il y a ce besoin de renouer la coopération, mais dans des domaines beaucoup plus soft. On parle de culture, on parle de sport. Donc ce sont des domaines dans lesquels il n'y aura pas forcément beaucoup de difficultés à accorder les violons. Revenons un peu sur, docteur, je reste avec vous, sur le cas de la présence russe en Centrafrique. Karim Diarate l'a souligné également. Est-ce que le simple fait que cette présence-là russe soit toujours autour, j'ai envie de dire, de ce contrat avec la France, ce futur partenariat, est-ce que ça ne peut pas être un peu un possible point de rupture à nouveau entre la France et la Centrafrique? Je pense sincèrement que ce sera toujours un point de rupture. C'est-à-dire c'est une épée de Damoclès qui sera là, qui va toujours peser sur la tête de la Centrafrique. Parce que rappelons-le, il y a quelques jours, il y a eu un attentat, ou en tout cas une explosion, qui a grièvement blessé un diplomate, une personnalité russe. Et n'oublions pas que l'ambassadeur de France en Russie avait été convoqué pour s'expliquer auprès des autorités du Kremlin. Donc moi je pense que la présence de Wagner, pas seulement en Russie, mais partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, dans le Sahel surtout, cette présence sera toujours une entrave au bon déroulement des relations, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient politiques entre l'Afrique et la France. D'accord. Karim, la France a gelé son aide budgétaire et a suspendu sa coopération militaire avec la Centrafrique. Quand évidemment, il y a eu ce premier désaccord. Paris a justifié cette décision par des engagements non tenus des autorités centrafricaines. La France a-t-elle encore un rôle important à jouer aujourd'hui en Centrafrique? Oui, mais absolument. Vous savez, au niveau de l'Union européenne, c'est la France qui est donc le seul État représenté à Bangui. Et également, l'aide au développement accordée par la France n'est pas, disons, elle est assez significative. Maintenant, si l'on peut dire, effectivement, depuis 2019, cette aide a été plus ou moins gelée pour des raisons connues d'ailleurs. Mais dans le même temps également, je pense qu'il y a un besoin pour la France de, en tout cas, reprendre la main au niveau de la sous-région. Parce que n'oublions pas que le Tchad à côté également représente un enjeu géostratégique et cela également est au centre des préoccupations, en tout cas dans le combat que se mènent à distance les deux puissances, la France et la Russie. La Centrafrique, en tout cas, est dans, en tout cas, l'œil du cyclone. C'est un pays donc qui est pratiquement à côté du Cameroun, qui représente également un enjeu, du Congo et surtout du Tchad. Par conséquent, je pense que la France, pour effectivement montrer sa présence, doit être encore, en tout cas, beaucoup plus présente, je veux dire, au plan économique. Amadou l'a rappelé, avec tout ce qui a été décidé comme nouveau
en tout cas à point au niveau du développement. On a parlé de projets au niveau du sport, au niveau de la culture et autres, mais il est évident qu'on ne peut pas toujours tout réduire un peu à cette aide-là. Il faudrait des relations plus fortes, surtout au plan de la sécurité, parce que c'est le problème le plus prégnant. Exactement. Vous savez, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de sécurisation du territoire que le gouvernement de Touadéra avait été contraint de faire appel aux Russes. Et cela, en fait, c'est depuis le sommet Afrique-Russie de Sochi que tout cela a commencé. Et la France avait quand même quelque part laissé faire. Maintenant, je pense qu'il y a de nouvelles bases. On a parlé de revoir un peu l'angle de coopération. Je pense que c'est une bonne chose. Et Mbata, le nouvel ambassadeur, qui est quand même un ancien ministre de la Justice, quelqu'un donc, un homme du Sérail, un proche de Touadéra, peut y contribuer. Même si également du côté français, je pense qu'au niveau du Quai d'Orsay, comme de l'Élysée, ils savent effectivement que les relations avec la Centrafrique doivent être quand même le point de départ d'une nouvelle approche de la France, en tout cas en Afrique, par rapport un peu aux enjeux géostratégiques. On en reviendra. Docteur Karim Diakhaté vient de parler évidemment de l'option aujourd'hui de revoir un petit peu les clauses de cette relation-là entre Paris et Bangui. On parle d'une force de maintien de la paix aussi, en l'occurrence le groupe français accusé, les soldats français accusés de viol en Centrafrique, d'agression sexuelle, ça il faut le souligner. Quelles pourraient, selon vous, les futures clauses de ce nouveau partenariat entre Bangui et Paris ? Alors, moi, je pense que ce nouveau partenariat devra être basé sur, d'abord, le respect des droits de l'homme. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une certaine forme de redevabilité des forces armées, des éléments français, qu'il y ait, si vous voulez, un partage de ressources que la France puisse mettre à disposition de la Centrafrique les moyens nécessaires pour lutter contre l'insécurité. Parce que, ne l'oublions pas, la France a pendant longtemps été vue comme faisant partie du problème en réalité. Ouais. Donc il faudra que ces nouvelles clauses, en tout cas, donnent des gages, en tout cas, d'une certaine forme, si vous voulez, de respect de la souveraineté, de respect des droits de l'homme, et surtout de volonté de renforcer non seulement les forces armées centrafricaines, mais aussi de renforcer en général la Centrafrique en tant qu'État. L'ambassadeur de France, de la Centrafrique en France, son Excellence Mbata, a souligné un point également en parlant de premier pas, un premier pas qui va peut-être rassurer la Centrafrique. On parlait tout à l'heure du gel de l'aide française à l'endroit de la Centrafrique. Pour lui, le premier pas français pourrait être justement le dégel de cette aide. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis d'accord avec lui que ça pourrait être un premier pas. En tout cas, puisqu'on parle de symbole, tout à l'heure j'ai parlé un peu d'un symbole qui a consisté à rompre le privilège du décanat. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, si la France justement revenait sur cette décision, ce serait hautement symbolique. Justement, Karim, alors le 10 janvier dernier, 2 soldats français consultants internationaux pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, en l'occurrence la MINUSCA, ont été arrêtés à Bangui à leur arrivée dans le pays. Leurs visas n'ont pas été demandés à Paris pour les autorités françaises pour contourner les dispositifs de contrôle a priori mis en place par le ministère centrafricain des Affaires étrangères. Quelle lecture faites-vous de cet incident ? Écoutez, c'est un incident qui malheureusement vient amplifier le climat de méfiance entre les deux États. Parce que figurez-vous que dès que la Centrafrique effectivement avait, en tout cas dans le cadre de sa politique en fait de diversification de ses appuis au plan surtout militaire, ouvert donc la porte à d'autres partenariats, surtout avec Wagner, il est évident que la France, ancienne puissance coloniale, ne l'a pas vu du bon œil. D'autant plus que quand même, quelque part aussi, il faut quand même reconnaître que la France avait plus ou moins joué un rôle important dans la sécurisation du pays. On a parlé de l'opération Sangaris, mais avant cette opération, il y a eu d'autres opérations, pratiquement une demi-dizaine, qui n'ont peut-être pas donné les résultats escomptés, mais qui avaient
en tout cas en un certain moment, permis à la Centrafrique de garder aussi bien sa souveraineté que sa possibilité en fait de pouvoir, disons, gérer les affaires internes. Maintenant, ce qu'il faut regretter, malheureusement, on a pu voir avec surtout le pouvoir de Bozizé et également l'intervention de la France tout au long, en tout cas de ces dernières décennies, quelque chose qui n'a pas toujours été à l'avantage de la Centrafrique. Maintenant que le président Faustin Touadéra puisse, bon, par rapport un peu à ces incidents qui sont intervenus, un peu changer de partenaire et pour vouloir maintenant revenir, en tout cas dans un cadre de relation normale avec la France, on peut comprendre ça. Un bon mathématicien qu'il est, il est certainement en train de résoudre une équation qui est assez... à plusieurs inconnus. Oui. Mais quand même, je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir, en tout cas, rebibocher, disons, les différentes parties pour faire en sorte qu'il y ait, en tout cas, ce retour de la confiance. Parce que c'est surtout un problème de confiance. Vous savez, pendant un certain temps, la Centrafrique était confrontée à des bandes armées, des groupes armés, disons-le comme ça, qui ont, en un moment donné, menacé même de prendre le pouvoir à Bangui. Ouais. Par conséquent, on peut comprendre que Touadéra et en tout cas les Centrafricains puissent chercher par eux-mêmes les moyens de leur propre défense. Maintenant que les relations commencent en tout cas à revenir, disons, dans un cadre tout à fait normal, je pense qu'il faut privilégier maintenant tous les axes d'une coopération bilatérale saine, avec maintenant, véritablement, de part et d'autre, l'idée qu'il faut un partenariat gagnant-gagnant, ce qui n'a jamais été le cas malheureusement, et faire en sorte également qu'on a parlé de respect des droits de l'homme, qu'au niveau de la Centrafrique, qu'on puisse permettre aussi bien aux opposants qu'aux, disons, aux hommes politiques qui sont même avec le pouvoir et qui ne parviennent pas à tirer le bout. Parce que disons que Touadéra, normalement, en 2025, il ne devrait pas se représenter. Oui. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres hommes politiques, d'autres approches, d'autres offres politiques. On parle de Martin Séguélé, on pense à Amin Michel, de l'UNDP, autant d'acteurs politiques qui pourraient apporter un plus. Maintenant qu'on est dans une, disons, dynamique de retrouvailles, disons, fraternelle, disons-le comme ça, avec la France, il est évident qu'il y aura certainement, en tout cas, un nouveau tournant dans ces relations. Docteur Niank, quelle analyse faites-vous de la gestion, pour l'instant, du président Touadéra, en tout cas de ce mandat, quand on sait également que beaucoup d'observateurs reprochent au président d'avoir fait des choix très peu calculés, en l'occurrence le fait effectivement de rompre un petit peu ses relations avec la France, de faire venir les Russes de Wagner et de mettre en place des mécanismes qui aujourd'hui malheureusement ne favorisent pas une meilleure condition de vie des Centrafricains. Quelle analyse, quel bilan tirez-vous de la gestion du président Touadéra? Alors, vous avez déjà parlé de sa politique extérieure, mais moi, je vais me focaliser sur sa politique intérieure. Et dire que le président Touadéra, en réalité, il est en train de nous ramener en arrière quelque part. Oui. Parce que, vous le savez, au mois d'octobre, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme pour dire que voilà, la situation sécuritaire est devenue presque ingérable dans certaines parties de la Centrafrique. Et à cela s'ajoute le licenciement, ou si vous voulez, le limogeage de la présidente de la Cour constitutionnelle au mois de novembre. Et pour moi, ça, c'est un signal fort. Parce que, disons-le, qu'est-ce qu'on lui reproche en réalité? On lui reproche quelque part d'être contre le projet de référendum. Et ce projet de référendum viserait à permettre au président de briguer un troisième mandat. Donc, je pense que le président Touadéra, si aujourd'hui il fait courir tous ces risques-là à son pays, en réalité, il est en train de contribuer à un certain recul de la démocratie. Et ce sont ses opposants, même ceux qui sont au niveau du bloc républicain pour la défense de la Constitution, qui regroupent la plupart des opposants, qui disent qu'aujourd'hui, lorsque le président récemment a fait une déclaration à la veille de la fête de l'indépendance, pour qualifier tous ces acteurs en réalité de terroristes ou de personnes en tout cas qui veulent favoriser la venue des terroristes dans le pays, ce sont des déclarations qui ne participent pas à la création d'une culture à une cohésion nationale. Et je pense que donc, on est dans cet environnement où il y a une certaine méfiance, où on essaie de manipuler les institutions, où on va vers un référendum qui pourrait donner lieu à un troisième mandat.
Et donc je pense que sur le plan intérieur quand même... Et d'ailleurs, l'opposition aurait sollicité une forme de concertation par rapport à toutes ces mesures prises par le président Touadéra, mais visiblement, il n'y a pas encore une réponse favorable. Est-ce que le président Touadéra va accepter de discuter avec l'opposition, selon vous, docteur? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais j'espère que... c'est vrai qu'on n'est plus à l'ère des conditionnalités. Oui. Mais j'espère que dans la relation avec la France ou dans la relation avec les autres parties prenantes sur le plan international, qu'il y aura une certaine forme de conditionnalité. Parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'effectivement, la France doit respecter les droits de l'homme en Centrafrique, mais on doit aussi encourager les Centrafricains, et au premier chef, le président Touadéra, à respecter les droits de l'homme, à respecter les institutions et la démocratie dans son pays. Alors, Karim, la France déplore en particulier l'emprise croissante du groupe russe Wagner, accusé par l'ONU de graves violations de droits de l'homme. On a souligné effectivement ces points. Est-ce que cette plainte est légitime, selon vous? Mais écoutez, je pense que si la France a quelque chose à se reprocher, bon, c'est un peu de sa faute également. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. À un moment donné, quand la France a pensé qu'il était nécessaire un peu de redimensionner sa force militaire, de changer un peu d'option par rapport à la Centrafrique, bon, le gouvernement a été contraint de faire appel à d'autres partenaires. Maintenant qu'effectivement que Wagner est venu, bon, a produit un travail que les gens critiquent, certainement. Peut-être qu'on a parlé de droits de l'homme qui ne sont pas respectés dans certains lieux, mais il est évident que... Mais Karim, c'est surtout le double discours de la France. On a l'impression, la France qui accuse les Russes, Wagner, d'avoir commis des crimes. Voilà, mais la France aussi n'est pas non plus, on va dire, blanche dans cette histoire. C'est clair. Il y a des cas de viol qui ont été soulevés par les soldats français. Mais justement, même déjà au niveau de Sangaris, au niveau des différentes opérations françaises, le même reproche leur était fait. On avait longtemps parlé de soldats qui avaient, en tout cas, fait des actes délictuels. Maintenant, pour revenir à la nouvelle situation, c'est parce que justement, la France, quand même, considère un peu la Centrafrique comme un peu son jardin. Ouais. Il est évident que... Ouais, donc on parlait de laboratoire. C'est ça, justement. Amadou parlait de laboratoire comme Macron l'imagine. Il est évident que, quand même, la Centrafrique a une histoire, disons, avec la France. On se rappelle déjà... Depuis Bokassa, David Dako, Kolingba, jusqu'à Bozizé, la France a toujours mis sa main dans la gestion donc, de ce pays-là. Maintenant qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a de nouveaux enjeux, il est évident que aussi bien le gouvernement français que, disons, les hommes d'affaires français, disons la France d'une manière générale, voient d'un mauvais œil un autre partenaire venir un peu leur prendre le fromage. Bon, il y a également surtout le fait que la Centrafrique, on l'a dit, représente quelque part, en plus du laboratoire qu'il est censé être, le point d'achoppement, disons le point d'ancrage, le point... C'est une zone stratégique. Stratégique, Ouais. en fait, c'est là où se rencontrent toutes ces, disons, divergences de vue entre aussi bien la France que la Russie, que la France, les États-Unis et les autres partenaires. C'est pratiquement le centre de l'Afrique. Je vous ai parlé du Tchad tout à l'heure, avec ce que ça représente. Ouais. Mais il y a aussi également le Cameroun à côté. Et de l'autre côté, c'est le golfe de Guinée, avec ce que ça représente. Par conséquent, les Russes sont présents au niveau de la Corne de l'Afrique, à Port-Soudan, où ils sont en train de faire une grande base navale. Ouais. Ils sont au Soudan du Sud. Par conséquent, ils n'ont qu'à traverser la Centrafrique, entrer au Cameroun et au Congo pour aboutir juste au golfe de Guinée. Par conséquent, c'est une dynamique d'ensemble. Et on peut comprendre parfaitement le point de vue de la France qui veut récupérer un peu, disons, son précaré, récupérer son jardin, on l'a dit, mais en même temps, faire en sorte que cela ne puisse pas faire tache d'huile au niveau des autres pays. On l'a vu comme au Sahel, avec ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso. Docteur, la Centrafrique, c'est un pays riche aussi, son sol avec un sol très riche. Effectivement, bon, on a l'impression qu'il y a une équation de pays riches et peuple pauvre. Quels sont aujourd'hui les enjeux que doivent relever la Centrafrique et possiblement comment la France peut aussi impacter un petit peu l'aspect social? On a parlé de l'aspect lié à la sécurité ou encore à la culture, mais revenons vraiment à l'aspect social où le Centrafricain peut avoir du pain dans son assiette. Moi, je dirais d'abord que
il y a quelque chose de très important pour moi qui est non seulement valable pour la Centrafrique, mais pour les autres pays. C'est qu'il faut que nos pays arrivent à imaginer leur avenir sans la France. Et quand je dis sans la France, c'est sans la France, c'est sans la Russie, c'est sans les autres. Mais ça ne veut pas dire ne pas coopérer avec eux. Ouais. Ça veut dire que nous devons d'abord être autonomes. Nous devons d'abord nous créer les conditions d'un développement avant d'inviter les autres. Et effectivement, moi, je suis quelqu'un qui encourage la coopération sous toutes ses formes. Mais nous devons d'abord avoir cette responsabilité-là, de ne pas toujours voir l'autre comme un messie. Et je pense que si on s'en tient à cela, la Centrafrique devra, en réalité, les autorités centrafricaines devront essayer de rectifier un certain nombre d'inégalités plutôt au sein de la société et s'assurer que les dividendes, les retombées de l'exploitation de certaines des ressources de ce pays-là soit vraiment réparties et touchées toutes, en tout cas la Centrafrique. Je suis malheureusement en obligation de vous interrompre. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission, quittant la Centrafrique, cap cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire. En 2025, des milliers d'Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire un nouveau président à la tête du pays. Docteur Niang, la Côte d'Ivoire est-elle prête aujourd'hui à écrire une nouvelle page de sa vie politique? Je pense que ça, c'est une excellente question. Je pense que tout le monde a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, notamment ce qui concerne les élections de 2025. Parce que je pense qu'on pensait tous qu'en réalité, ce qui s'était passé en 2010, après les élections présidentielles, on se rappelle tous de cet épisode malheureux. Exactement. On pensait que voilà, tous ces problèmes étaient derrière nous. Mais il y a quand même des risques. Et il y a une organisation de la société civile ivoirienne qui a tenu une conférence de presse la semaine dernière justement pour attirer notre attention sur ces risques. Et le premier risque en réalité, ça a à voir avec la commission électorale indépendante qui, disons-le, est une institution qui ne fait toujours pas consensus auprès de la classe politique. Une institution qui est bien entendu composée majoritairement de membres de partis politiques. Dans un pays où il y a une fracture, en tout cas il n'y a pas assez de confiance entre les acteurs, on voit un peu, comme le cas de la Guinée ou d'autres pays, on voit un peu ce que ces commissions électorales peuvent constituer comme problème dans des processus électoraux pareils. Et il y a aussi le fait que on a l'impression en fait que les problèmes qui existaient entre les différents acteurs politiques, et il faut le dire, depuis près de 2 décennies, ce sont les mêmes acteurs politiques que l'on voit sur la scène. On aura l'occasion justement, docteur, d'épiloguer, enfin d'aborder ce point. Je reste avec vous, docteur, puisqu'on parle aujourd'hui l'un des enjeux aussi phares en Côte d'Ivoire, c'était la réconciliation. Il y a eu un ministre qui a été élu pour ça. Le pays a enregistré le retour d'exil de certains poids lourds de la scène politique ivoirienne. On parle évidemment de Laurent Gbagbo qui est de retour, de Charles Blé Goudé encore. Est-ce qu'on peut vraiment parler de réconciliation quand il y a encore le cas Guillaume Soro? Moi, je pense que la réconciliation ne sera pas complète. D'ailleurs, on ne décrète pas la réconciliation nationale. C'est un processus. C'est un processus qui prend du temps et qui se fait à travers des symboles forts. Et comme vous l'avez dit, bien entendu, le retour du président Laurent Gbagbo qui avait été acquitté et puis par la suite gracié par le président Ouattara était un acte fort. Le retour de Charles Blé Goudé, qui n'est toujours pas, en tout cas à ma connaissance, gracié, est aussi un acte fort. Mais je pense que cela ne suffit pas. Il y a d'autres acteurs qui sont là. Vous avez souligné le cas de Soro Guillaume. Nous avons le cas de Madame Gbagbo. Il y a d'autres acteurs qui sont là. Et je pense qu'il y a quand même un effort important à faire. Ne pas se limiter seulement aux symboles. Et je pense qu'il serait quand même assez naïf de penser qu'en 10 ans, la Côte d'Ivoire pourra en tout cas renouer
le fil entre ces différents citoyens. Il faudra encore quelques années pour que cette réconciliation soit complète. Et d'ailleurs, Karim Diakhaté, par rapport à ça, l'ancien président Laurent Gbagbo a engagé un retour effectif de Soro dans son pays. En fait, il en a fait son leitmotiv. Pour lui, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles pour une meilleure réconciliation. Quelle issue à cette médiation lancée par le président Laurent Gbagbo? Écoutez, je pense que c'est tout à fait normal que le président Gbagbo se préoccupe un peu du sort de Soro Guillaume. Amadou l'a dit, je pense que la réconciliation ne se décrète pas. C'est un processus qui doit aller, disons, normalement. Ce qu'il faudrait dire surtout, c'est qu'en fait, la Côte d'Ivoire est tellement à la croisée des chemins. Jamais le pays n'est arrivé à une situation où, véritablement, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Il est évident que le prochain président qui sera élu à partir de 2025 sera certainement un nouveau, entre guillemets, parce qu'il est évident que le président Ouattara en parlait. Actuellement, il y a un défi générationnel. Il est évident que, forcément, qu'on le veuille ou non, tous les acteurs du processus depuis 2000 jusqu'à 2010, avec tous les événements qu'il y a eu, ne seront peut-être plus, en tout cas, du jeu électoral. Ouais. Vous avez parlé de Soro Guillaume, il y a Charles Blé Goudé, mais il y a surtout au niveau des grands partis, comme le PDCI de Henri Konan Bédié, qui va allègrement sur ses 90 ans, d'autres jeunes qui vont certainement prendre le flambeau. Je pense à Jean-Pierre Billon, par exemple, pour le PDCI, et pour le parti, pour le RHDP, en tout cas pour la majorité présidentielle, il est évident que Alassane Ouattara Ado fera quand même, disons, place à d'autres comme les Adama Bictogo ou autres, Patrick Hachi et autres. Par conséquent, je pense que forcément, on doit pouvoir permettre à tous les Ivoiriens, quelle que soit un peu leur coloration politique, de revenir créer, en tout cas, les bases d'un nouveau départ. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il ne faut pas toujours revoir un peu par rapport aux démons du passé, pour toujours, en tout cas, restreindre la vie politique ivoirienne à 3 ou 4 hommes. Donc il faudrait, Karim, si je suis votre argumentaire, rajeunir la scène politique ivoirienne. N'oublions pas également que la loi sur la limite d'âge pour la course à la magistrature a été levée en 2016 par le président Ouattara. Faut-il aller dans le sens de remettre à jour cette loi? C'est bien que vous l'évoquiez, parce que je parlais de Jean-Pierre Billon, qui en a fait son combat. Parce que lui, il parle de, effectivement, faire en sorte que la limitation d'âge soit en tout cas rétablie. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'il y ait, en tout cas, des vieux de plus de 15 ans dans l'arène. Bon, que les partisans de Henri Konan Bédié et de Gbagbo me pardonnent. Par conséquent, il y a d'autres acteurs comme les Pascal Affi-N'Guessan et autres qui peuvent valablement, en tout cas, apporter leur pierre dans l'édifice de construction nationale. Mais pour faire toujours honneur aux vieux, parce que même des gens comme Henri Konan Bédié, pour parler de lui, le président du Parti des peuples africains, Laurent Gbagbo, également, ont quand même contribué un peu à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est actuellement, mais leur temps est plus ou moins révolu. Je veux dire leur temps politique. Par conséquent, il faudrait quand même accorder à la jeune génération, en tout cas, une large place pour faire ce que Alassane Ouattara avait promis, en tout cas, laisser donc une alternance générationnelle, mener donc la Côte d'Ivoire à bon chemin. En tout cas, une vie politique, pour le moment, docteur, l'ancien président Laurent Gbagbo laisse encore planer le doute sur sa possible candidature, en tout cas cette présidentielle-là. Pour certains, il compte y aller. En tout cas, c'est le cas de ses partisans qui invitent Laurent Gbagbo à se présenter pour la présidentielle de 2025. Va-t-il répondre à cet appel, selon vous? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances qui amènerait que le président Laurent Gbagbo se présente. Parce que, en réalité, qui connaît l'homme politique sait que c'est un homme qui va au bout des combats. Et je pense qu'il ira au bout de ce combat-là. Et je pense qu'il y a aussi la configuration politique actuelle qui pourrait un peu l'expliquer, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il est aussi aisé de comprendre que le président Ouattara
se présentera peut-être pour un second. Ses partisans parlent de, ça me fait rire d'ailleurs, ils parlent de premier mandat de la troisième législature. Absolument. Donc moi je pense qu'au-delà des enjeux politiques, le président Ouattara a quand même fait un pari risqué. Et je pense qu'il était conscient de cela en se présentant pour un troisième mandat. Je pense qu'il était conscient de ça. Et je pense que c'est cette même logique qui l'amènerait peut-être à se présenter encore pour un autre mandat. Mais docteur, est-ce qu'on n'aura pas l'impression du déjà-vu souligné par Karim Diakhaté, c'est-à-dire de retrouver les mêmes personnes, les mêmes leaders à chaque présidentielle? Ben absolument, et je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'effectivement, nous allons nous retrouver dans une situation où on aura le président Laurent Gbagbo, on aura sûrement pour le PDCI, le président Konan Bédié, pour le RHDP, le président Ouattara, et peut-être on aura Afin-Guessan, qui sait, peut-être qu'on aura Madame Gbagbo aussi. Donc en réalité, on se retrouve avec des visages qui sont connus. Et donc moi, quand on parle d'alternance générationnelle, pour moi, je doute un peu encore. Je me dis que ce sera peut-être en 2030, peut-être. Est-ce que le dossier, le cas Charles Blé Goudet, est-ce que ça ne peut pas un petit peu justement servir de point essentiel dans cette transition-là, parce que Charles Blé Goudet laisse aussi planer le doute quant à une future candidature pour la présidentielle, mais Charles Blé Goudet, rappelons-le, qui n'est pas encore gracié, qui est toujours en tout cas poursuivi en Côte d'Ivoire, du moins il y a toujours cette poursuite sur Charles Blé Goudet. Est-ce que là aussi, si jamais le président ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, part un petit peu sur le fait de lever toutes ces poursuites sur Charles Blé Goudet, est-ce qu'il y a la possibilité que Charles aille au bout de cette... Je pense aussi, pour les mêmes raisons que le président Gbagbo, Charles Blé Goudet est un homme de conviction, est un homme qui va aussi au bout des combats. Et je pense que quand on parle de rajeunissement, effectivement, il faudra que ça se fasse avec des acteurs comme Charles Blé Goudet, avec des acteurs comme Soro Guillaume. Mais moi, j'ai envie de dire que ce sont des jeunes vieux, parce que ce sont des gens qui ont aussi collaboré avec le système depuis plus de 2 décennies. Et donc, en réalité, pour moi, lorsqu'on parle de rajeunissement de la classe, ce n'est pas seulement en termes d'âge, mais aussi en termes d'idées, en termes d'approche. Voilà. Et Charles Blé Goudet, il a été ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo. Selon vous, Karim, doit-il encore faire ses preuves? Oui, mais écoutez, je pense que je l'ai entendu dire l'autre jour qu'il était toujours en phase avec son mentor, Laurent Gbagbo. Mais il faut dire que son séjour à la Haye l'a certainement dopé. C'est un nouvel acteur politique qui vient avec certainement de nouvelles idées et une nouvelle espérance, certainement. C'est également le cas de Soro Guillaume. Je pense qu'ils sont tous dans une dynamique, effectivement, d'apporter quelque chose pour leur pays, tout en sachant qu'effectivement, comme Amadou l'a dit, sont des jeunes vieux, sont des gens qui ont longtemps pratiqué, plus ou moins, le pouvoir, ou disons les arcanes du pouvoir, sont des gens qui ont longtemps côtoyé donc les leaders, que sont les Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Maintenant, ce qu'il faudrait, au-delà même de ce que Charles veut amener comme, en tout cas, nouveauté dans la vie politique ivoirienne, il faudrait faire en sorte que les nouveaux acteurs, je vais parler de Jean-Pierre Billon, je parle de lui, parce que ancien ministre du Commerce, il a certainement une pratique de l'État, il s'y connaît certainement, mais il y a d'autres acteurs politiques comme Pascal Afin-Guessan, qui a mordicus tenu encore le parti, le FPI, qu'il n'a pas laissé à son fondateur. D'ailleurs, Laurent Gbagbo a été contraint de créer son parti, le Parti des peuples africains, faute de mieux. Vous avez évoqué également Henriette, je parle plutôt la femme de Gbagbo, de Simone Gbagbo. De Simone plutôt. Simone également, qui a tracé son chemin. Mais de toute façon, des gens comme Billon, quelque part également qui tracent son sillon, pour ne pas faire de jeu de mots, ont quelque chose à apporter. Au niveau du RHDP également, il y a des jeunes. C'est dommage que le regretté Ahmed Bakayoko ne puisse pas venir parce qu'il avait une pratique de l'État également. Mais je pense qu'il y a de nouveaux hommes, des femmes également, qui doivent pouvoir apporter quelque chose dans l'évolution politique du pays. Ne pas toujours se focaliser sur, disons, des visages qui sont là depuis
une quarantaine d'années, pour une trentaine. L'ouverture lors de cette présidentielle en Côte d'Ivoire, docteur, c'est de voir aussi la candidature, en tout cas la candidature de Simone Gbagbo, de voir Simone Gbagbo aussi participer à la course au fauteuil présidentiel? Oui, je pense que ce serait une très très belle ouverture, parce que je pense que ce serait la première fois que l'on verrait en tout cas une femme à ce niveau de responsabilité, et surtout une femme qui a quand même représenté quelque chose dans ce pays, qu'elle puisse se présenter, qu'elle puisse tenter sa chance. Pour moi aussi, c'est quelque chose qui va quand même créer une certaine ouverture. Pas seulement pour les femmes, mais pour les jeunes et pour différentes classes de la société ivoirienne. Et donc je vois à travers cette candidature-là quelque chose de hautement symbolique et quelque chose qui est aussi porteur de beaucoup d'espoir. On parle de la symbolique, docteur. Quels pourraient être les enjeux de cette présidentielle en 2025? Au-delà évidemment du cas de la réconciliation, et évidemment ça, on peut le dire, c'est pas totalement réglé, on l'a souligné sur ce plateau, mais quels pourraient être les enjeux de cette élection présidentielle de 2025? Pour moi, il y a trois enjeux qui sont tout à fait clairs. Le premier enjeu, c'est en réalité, si vous voulez, l'achèvement de tout ce processus que moi j'appelle... c'est vrai que souvent, quand on parle de transition, on pense à la rupture de l'ordre constitutionnel et au retour de l'ordre constitutionnel. Donc ce temps entre les deux. Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire, en réalité, est en transition depuis 2010. Parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites sur le plan institutionnel, sur le plan politique. Rappelons-nous les conclusions des accords de Ouaga qui ont commencé à être mises en œuvre. Donc pour moi, en réalité, c'est en 2025 qu'on saura si réellement ces accords politiques-là ont pu permettre à la Côte d'Ivoire de traverser, en tout cas, cette zone de turbulence que connaissent les démocraties pour s'asseoir comme une démocratie stable. Donc pour moi, c'est d'abord cet enjeu-là. Le deuxième enjeu, c'est en réalité, pour moi, l'enjeu si vous voulez, du développement économique. Je pense que le président Ouattara, malgré tout ce qu'on peut dire, a posé des actes assez forts qui ont permis à la Côte d'Ivoire de franchir un cap. Et donc, je pense que cette présidentielle devra permettre, en tout cas, la personne qui sera élue, l'équipe qui sera élue, devra définitivement mettre la Côte d'Ivoire sur une rampe de lancement qui va l'amener, si vous voulez, à un autre niveau. Et enfin, pour moi, le troisième enjeu, c'est le fait que la Côte d'Ivoire puisse, parce que disons-le, aux côtés du Nigeria et du Sénégal, d'autres pays, la Côte d'Ivoire est quand même l'un des, disons, les géants de l'UEMOA. Ouais. La Côte d'Ivoire est l'un des géants de la région. Que la Côte d'Ivoire puisse retrouver un peu son lustre, sa renommée sur le plan diplomatique. Et c'est l'environnement interne qui permettra, si vous voulez, à la diplomatie ivoirienne et à son président de redorer ce manteau-là. Parce que depuis 2015, avec le troisième mandat du président Ouattara, cette image a quand même pris un coup sur le plan international. Karim, allons-nous vers des élections apaisées en Côte d'Ivoire avec le signal fort lancé par le président Alassane Ouattara? Souvenez-vous de cette photo avec les trois ténors, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Est-ce que cette photo a quand même installé, on va dire, une forme d'accalmie dans le cœur des Ivoiriens, de se dire on peut y aller de façon à installer une parfaite félicité, cohésion sociale et aller tranquillement aux élections? Oui, mais vous savez, au-delà des clichés, quand même, il y a la réalité. Il faut quand même essayer de voir la réalité en face. Mais bon, je vais compléter un peu ce que Amadou disait tout à l'heure. Effectivement, je pense que le bilan économique du président Addo est tout à fait remarquable parce que la Côte d'Ivoire, ne serait-ce que par revenu par habitant, est quand même bien cotée. C'est pratiquement 2300, 2286 $ par habitant, plus que le Nigeria, le Ghana, et plus que le Kenya, si on peut faire ce genre de comparaison. Maintenant, qu'est-ce qui va tellement déterminer un peu l'élection présidentielle de 2025? Il y a déjà les élections législatives, locales et municipales de 2023, dans quelques mois, qui vont déjà servir un peu de test grandeur nature. Cela va nous permettre un peu de voir maintenant les acteurs qui vont un peu sortir du lot
Et puis cela va certainement nous donner des indications plus claires par rapport à l'élection présidentielle. Mais encore une fois, moi je suis de ceux qui pensent que le président Alassane Ouattara a déjà beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ce serait quand même un honneur pour lui que de sortir par la grande porte cette fois-ci. Parce que, rappelons-nous, c'est en mars 2020 qu'il avait déclaré qu'il ne serait pas candidat. Et c'est un cas de force majeure, le décès donc, de feu Amadou Gon Coulibaly, qu'il avait contraint un peu à se présenter. Il s'est présenté et bon, voilà, les choses ont évolué dans le bon sens. Il a mis en place, en tout cas, ce processus de réconciliation que tout le monde applaudit. Laurent Gbagbo est revenu au pays, Charles Blé Goudé, il y a le cas de Soro Guillaume qu'il faudrait voir. Maintenant, je pense qu'au-delà de tous ces actes, le meilleur acte qu'il puisse poser, c'est faire en sorte effectivement que la limitation d'âge soit rétablie, qu'il faut laisser quand même la place à une nouvelle génération d'acteurs pour maintenant pousser la Côte d'Ivoire, en tout cas vers d'autres jalons. Docteur Niang, revenons un petit peu sur l'aspect sécuritaire qui sonne aussi comme un enjeu majeur de cette présidentielle de 2025. La Côte d'Ivoire est toujours, on va dire, la cible des attaques terroristes au regard un petit peu de cette attaque de Grand Bassam ou encore récemment des attaques dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que l'enjeu sécuritaire sonne comme un défi difficile à relever pour la Côte d'Ivoire ? L'enjeu sécuritaire est un défi difficile à relever, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les pays de la sous-région. Et je pense que la Côte d'Ivoire, qui partage des frontières avec certains pays du Sahel, se voit un peu dans une position un peu délicate. Parce que rappelons-nous, on n'est jamais assez préparé pour faire face aux terroristes. Exactement. Et je pense que sur ce plan-là, il y a à craindre surtout avec les nouveaux développements au Burkina Faso. Par exemple, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se dit que voilà, les terroristes sont à nos portes. Je pense que tout à l'heure, le grand frère Karim nous a expliqué un tout petit peu comment est-ce que la descente de ces groupes vers le bloc le golfe de Guinée pouvait créer un certain nombre de situations difficiles. Je pense que la Côte d'Ivoire est dans ce cas. Et sous le nom aussi, certaines inimitiés qu'il y a avec le Mali, on l'a vu avec le cas des soldats. Des soldats arrêtés. Exactement. Donc la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation où, en réalité, elle a quelques problèmes, quelques tensions avec certains de ses voisins. Ouais. Et elle se dit que... Et là, si c'est un défi pour la Côte d'Ivoire, c'est de mieux gérer ses relations avec ses pays frères. Absolument, absolument. Ouais. Et donc, dans ce cas, on ne peut pas être tout à fait à l'aise. Donc, je pense que c'est... la Côte d'Ivoire, tout comme le Sénégal et d'autres pays de la sous-région, en tout cas les pays côtiers, sont des enjeux aujourd'hui pour les groupes terroristes. C'est-à-dire que s'ils arrivent à pénétrer dans un de ces pays côtiers, ce sera quand même très difficile de les repousser. Karim, Dr Niang parlait dans son argumentaire également de l'impact de la société civile et justement quel pourrait être ce rôle de la société civile, mais surtout de cette jeunesse ivoirienne qui attend beaucoup, en tout cas, de ses dirigeants. Oui, justement, c'est là où effectivement, je pense que les acteurs politiques ivoiriens doivent beaucoup plus réfléchir, parce qu'au-delà des enjeux de conquête du pouvoir, il y a effectivement ce qu'il faut donner à cette jeunesse exigeante. Et cette jeunesse qui représente pratiquement 30% en tout cas du potentiel économique du pays. Bon, certains me diront même beaucoup plus. Mais en réalité, il y a de fortes attentes de cette jeunesse-là. Mais le plus important par rapport en tout cas à cette jeunesse, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'appel d'air justement de la part des terroristes. D'ailleurs, Amadou le disait fort justement, il y a quelques jours, l'extrémisme violent, et cela a été débattu de long en large. Parce que vous savez, les préoccupations de la jeunesse, au-delà de l'emploi, d'autres parlent d'employabilité des jeunes, mais en réalité, je pense qu'il y a encore une forte demande qui n'attend que d'être satisfaite. Et cela, certainement les gouvernements l'ont compris, mais c'est dans l'application qu'il y a encore des retards, au niveau de l'allumage en tout cas. Ce qu'il faudrait, je pense, au-delà des performances économiques, permettre à cette jeunesse d'avoir au moins de quoi pouvoir, en tout cas, gérer les quotidiens en attendant,
en tout cas le grand soir. Et comment impliquer justement, docteur, toutes ces couches de la société ivoirienne dans la prise des décisions importantes? Alors je pense que la société civile a un rôle important à jouer en créant des cadres de dialogue, interpartis. Je pense que d'ailleurs la CEI, la Commission électorale, devrait renforcer justement ce genre de mécanisme, les cadres de dialogue interpartis, pour faciliter le dialogue entre la Commission et les partis politiques, mais aussi entre la Commission et la société civile. Faire beaucoup de sensibilisation, d'éducation civique, d'information des électeurs et une éducation aussi à la paix. Parce que, rappelons-le, le pays a traversé quand même ce qu'on a décrit ici tout à l'heure, une crise assez difficile. Et donc la société civile, à travers même les groupements des femmes, rappelons-le, les femmes de la société civile ivoirienne sont extrêmement dynamiques. L'ancien président Laurent Gbagbo a annoncé, je cite, qu'il va mettre en place une plateforme de communication avec la jeunesse pour prendre en compte justement ces doléances. On a envie de dire que la campagne a plutôt démarré de ce côté. Ben, elle a démarré, je pense que c'est la campagne avant l'heure, hein, une façon assez, soft de faire la campagne. Mais voilà, ça c'est un dialogue entre un homme politique et les citoyens. Mais je pense qu'il faudrait aussi répliquer ce genre d'initiative-là au sein de la société civile, pour que ce soit un dialogue désintéressé. Parce que, disons-le, quand un homme politique dialogue avec les citoyens, c'est toujours quelque chose d'intéressé. Revenons un petit peu sur le cas Simone Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, elle pèse un petit peu lourd sur l'échiquier de la scène politique ivoirienne? D'aucuns parlent de possibles, on va dire, liens ou partenariats avec d'autres teneurs de l'opposition. Écoutez, la Simone Gbagbo que je vois actuellement est bien différente de celle qui était venue à Dakar dans le cadre, en tout cas, du lancement de son livre Parole d'honneur, que j'ai eu le plaisir de recevoir de ses mains. Simone et Yves, pour son nom de famille, a certainement, disons, pris de la graine. Elle a pu, pendant un certain temps, disons, bien représenter son mari, enfin son ex-époux, à l'époque, donc, quand il était à La Haye. Et Simone avait quand même joué un rôle, disons, de rassemblement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Abdou Karim Diakhaté. Vous êtes journaliste, analyste politique, mais directeur de publication du quotidien Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Régis. Et en face de vous, docteur Ibrahima Amadounian, docteur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci, Régis. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.